Adom, la société d'exploitation, 50% à peu près, Veolia. Donc là, on voit qu'effectivement, les gens qui savent fabriquer ce genre de produits pourront prendre position du point de vue du développement technique. J'ai pas dit, du point de vue du client, c'est pas forcément le même choix. Hein. Mais peut-être que Israël aujourd'hui n'est pas en mesure de pouvoir assurer une parfaite autonomie de la construction de ce genre de projet. Si on prend un deuxième exemple, qui est un exemple qui va être construit dans le nord-est du Qatar, là, bon, je pense que la société exploitante, c'est Qatar Petroleum, donc c'est le Qatar. Ils ont un pourcentage de 60% et 40%, c'est-à-dire que le consortium étranger ne représente que 40%. Un troisième exemple qui est concret aussi, c'est celui de l'usine de dessalement, du projet d'usine de dessalement de Djerba en Tunisie. Alors eux, ils ont un autre problème, c'est que le directeur général de l'eau en Tunisie, c'est-à-dire la société d'exploitation, la SONED, Monsieur Habib Jomaha, lui, décrète qu'il est incapable. Enfin, ces technologies, voilà, j'ai pris volontairement directement les libellés. Les technologies sont difficiles d'accès. On sera obligé de se tourner vers le secteur privé étranger et on espère un transfert de technologies et de compétences. Ça s'appelle une approche BOT. BOT, Build, Operate and Transfer. Bon, les mauvaises langues disent, on espère que ce ne sera pas une approche beau. Parce qu'effectivement, devant cette approche, on voit bien que là, en l'occurrence, la Tunisie est confrontée à 4 sociétés espagnoles, un groupe américano-canadien et un groupe tuniso-espagnol. Mais en fait, ce sont les sociétés espagnoles qui vont produire le travail. Je voudrais juste dire donc qu'il nous semble que si on veut assurer une forme d'indépendance, l'ingénierie pédagogique ou la formation des compétences est très importante. Qu'on prenne n'importe lequel de ces 4 points de vue. Le premier, la concurrence entre les pays à forte valeur ajoutée technologique qui sont indiqués ici, entre eux, ils vont être concurrents. Bon, peut-être aussi, ils pourraient s'unir pour être concurrents d'un autre sous-groupe qui, lui, comme par exemple les pays comme BRIC, Brésil, Chine, Brésil, Russie, Inde et Chine, les pays à forte croissance qui recherchent des produits innovants, les moyens de production et la maîtrise de formation des ingénieurs. Je ne détaillerai pas tous les exemples qui sont connus sur la collaboration entre la France et la Chine, collaboration qui est, je dirais, qui présente pas mal, pour laquelle on pourrait pas mal discuter. Les pays qui préparent l'après-pétrole, on en a parlé ce matin, eux aussi vont rechercher des solutions par la formation. Et puis les pays sans ressources d'énergie fossile, alors j'ai donné toujours mes 2 petits exemples, enfin mais il y en a d'autres, hein, Israël et Tunisie, et on a parlé ce matin du projet véhicule électrique. Alors, il me semble qu'on avait dit 2012 ce matin, alors bon, je devrais... C'est ça ? Oui. Donc on devra corriger, je devrais corriger. Et le projet en question, c'est le projet construit sur un partenariat à trois têtes, Israël, le pays, Renault, le constructeur, et la société Better Place, la société américano-israélienne. Je ne vais pas redétailler ce qui a été dit. Les photos qui ont été présentées ce matin étaient suffisamment explicites, mais juste 2 petits mots en plus. En Israël, il y a environ 1300 citoyens israéliens qui meurent chaque année de cancer provoqué par la pollution. Chiffre du ministère de la Santé. Donc ça donne aussi une bonne envie d'améliorer les choses. 1 million de véhicules, c'est le parc automobile, et 90% de la population qui fait moins de 70 km par jour. Ce matin, la personne qui est intervenue au nom de Renault nous a bien indiqué que l'autonomie était autour de 100 km dans des conditions très raides. C'est très bien. C'est Nissan et NEC, avec une batterie lithium-ion, qui vont s'occuper de l'autonomie de 100 km dans les conditions israéliennes. Le parc automobile sera type Kangoo, je crois que c'est ce qu'ils nous ont montré ce matin, voilà. Et la société Better Place, elle, aura comme tâche de produire le réseau de recharge de batteries. Et le gouvernement israélien aura aussi sa place, puisqu'il devra il devra abaisser à 30% la fiscalité sur l'achat des voitures, fiscalité qui, à l'heure actuelle, est plutôt de l'ordre de 90% que de 30%. Donc, voilà. On a parlé aussi de la recharge. Le chargement long de nuit fonctionnera. Le chargement court, moins d'1 heure. Le chargement très court, alors il me semble qu'on avait dit à peu près 20 minutes. Et là, ça sera le remplacement de toute la plateforme batterie. Petite image, on peut dire que la batterie devient à la voiture ce que la carte SIM est au téléphone. C'est-à-dire que le propriétaire de la batterie, c'est plus automobiliste, il la loue simplement. Bon, et on a quelques idées sur le coût que ça pourrait faire en frais de batterie par mois par rapport à la dépense en essence correspondante.
Un autre exemple que je voudrais porter à votre attention, on en a parlé ce matin, c'est la réunion des 27 pays de l'Union européenne en juillet 2008 qui a défini 3 grands projets. Bon, des projets, donc réduire de 20% les émissions européennes de gaz à effet de serre, atteindre 20% d'énergie renouvelable et réduire de 20% la consommation électrique. Alors pour faire ça, il doit y avoir pas mal d'ambitions, notamment le développement hypothétique pour l'instant, mais qui pourrait avoir lieu, de l'Union pour la Méditerranée, qui a 3 grandes idées. Développer le plan solaire entre EU, ça veut dire Europe, et MENA, Middle East, North Africa, donc le Moyen-Orient, et mettre en place, deuxième projet, la dépollution de la Méditerranée, ainsi que les autoroutes de la mer en Méditerranée. Donc là, il y a de bons gros projets qui peuvent être analysés. Juste un petit mot sur le projet Desertec, qui, en fait, ce projet n'est qu'un projet, mais on pourrait imaginer quelque chose autour de ça. Alors, ce projet Desertec, je vais en présenter un schéma, voilà. Il est assez intéressant. Il est dans une hypothèse, c'est un scénario, mais c'est un scénario qui, pour l'instant, est du domaine de l'hypothétique, mais qui pourrait avoir les taches jaunes et ronds jaunes. Ce sont des centrales thermiques solaires. Donc ça veut dire qu'on concentre les rayons du soleil et puis on fabrique de l'électricité. Les petits carrés bleus, c'est de l'éolien. Alors l'éolien, sur toute la façade de l'Atlantique ici, à peu près 3000 ou 4000 ou 5000 kilomètres entre le Maroc et la Mauritanie, ça pourrait donner, avec les vents alizés qui soufflent en permanence, une densité de 1 habitant au kilomètre carré, un champ d'éoliennes ici qui permet de fabriquer de l'énergie électrique. Bon, voilà, donc ça c'est pour montrer la complexité des systèmes qui peuvent être en jeu. Bon, il y a d'autres choses, barrages ici, hydro, dans la zone en Espagne, France, Suisse, etc. Bon, une hypothèse, c'est un scénario, une hypothèse pour fournir les 4000 TWh par année nécessaires. Et voilà une répartition possible. Bon, je passe sur le gisement éolien. Ça, c'est l'indication. Là, justement, ça montre la grande désertification de cette côte. Et ici, les vents alizés. Alors, évidemment, il y a quand même un problème. C'est comment on ramène l'électricité en Europe au bout de 3500 kilomètres. Alors là, un certain nombre de potentialités. Les pertes en ligne en courant continu à haute tension pourraient être limitées à 15%. Ce sont des modèles qui ont été mis en place et je pense que les Allemands, eux, sont particulièrement intéressés puisque eux sont au plein cœur de l'Europe, un peu en arrière de l'Union pour la Méditerranée. D'autres exemples dont on a parlé, quelques illustrations, les motorisations hybrides qui vont faire partie évidemment des domaines de recherche, l'énergie éolienne, les barrages, la recherche de nouvelles énergies fossiles, de nouvelles sources d'énergie fossile. Les panneaux photovoltaïques, les usines d'incinération, c'est-à-dire fabriquer de l'énergie à partir de la matière, de la biomasse, les centrales géothermiques, et ici, par exemple, aussi l'énergie hydrolienne. Alors, une hydrolienne, c'est ça. Par exemple, celle-là, elle est active depuis avril 2008, elle s'appelle Seagen et elle est à Strangford Lough, ici en Irlande. Donc elle fonctionne avec 2 rotors qui tournent dans un sens et dans l'autre en fonction du courant. La valorisation des déchets, le retraitement. La valorisation des déchets, le tri des déchets. Bon, l'accès au transport, on connaît tous ça, l'Airbus A380, le train grande vitesse, les supertankers. Et puis là, un petit clin d'œil avec l'échangeur fluvial rotatif de Falkirk qui est en Écosse, qui permet de monter les péniches en un quart d'heure de 0 à plus 40 mètres. En plus, ça a énormément développé. Le fait d'avoir construit ça, ça a développé complètement la région et touristiquement, ils ont gagné beaucoup d'argent.